Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'actualité ce soir, nouvel échec des négociations visant à relancer le processus de paix au Soudan du Sud. Le gouvernement refuse de signer un document qui permettrait de franchir un nouveau cap dans les pourparlers. Sur place, les positions demeurent donc irréconciliables entre le camp du président Salva Kiir et celui de son ancien vice-président Riek Machar. Mais à qui la faute? C'est la question au cœur du débat de ce soir. L'agriculture, un enjeu notamment pour la République du Congo, enjeu autour de la production locale qui pourrait permettre de baisser les coûts liés à l'importation. 5 000 victimes en 2016 et plus de 3 000 en 2017. Comment limiter les drames en Méditerranée? Les associations de défense des droits de l'homme interpellent les gouvernements sur cette question majeure. Gros plan sur la situation au Mali, c'est à suivre dans la troisième partie de cette émission. Voilà pour les titres et avec moi pour en débattre, monsieur Jean-Jacques Arthur Malou. Vous êtes journaliste, bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau, avec moi également, Daouda Tall, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Daouda Tall, éditorialiste d'Africa 24. Commençons donc par l'actualité politique. Voilà 4 ans qu'elle fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Elle, c'est la guerre au Soudan du Sud. Tous les cessez-le-feu conclus ont tous volé en éclats. Les négociations vont d'échec en échec, comme les récents supervisés par l'IGAD, un bloc régional est-africain qui tente de relancer les pourparlers. Des discussions qui représentaient pourtant un nouvel espoir de sortie de crise pour les Sud-Soudanais. Voyez ce sujet de Adidjatou Badawi. Le gouvernement du président Salva Kiir rejette l'article 28 sur la déclaration de principe de la deuxième phase des pourparlers de paix qui se tiennent à Addis Abeba. Cet article stipule que des mesures punitives doivent être prises contre les personnes qui freinent la mise en œuvre de l'accord de paix relancé. Et la délégation du Soudan du Sud, conduite par le ministre des Affaires présidentielles, Martin Lomuro, qui estime être la cible des sanctions, refuse d'être considéré au même titre que les rebelles de Riek Machar. Et donc le Soudan du Sud se dirige progressivement, mais presque sûrement, vers une situation d'embargo généralisé et d'isolationnisme diplomatique et économique. Dans ce conflit politique qui oppose le gouvernement du Soudan du Sud aux rebelles, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale, en est le médiateur. Lors des négociations sur l'article 28 des pourparlers de paix, les rebelles dirigés par Riek Machar ont donné un avis favorable à cet accord. Selon certains observateurs, le profil bas que fait le groupe rebelle serait une ouverture favorable pour une sortie de crise. Vous avez donc pour le groupe rebelle une façon d'avoir pied, n'est-ce pas, d'avoir voix au chapitre. Et cette façon d'avoir voix au chapitre leur permet d'avoir un mot à dire et de peser sur le management du pays. Et donc, pour les belligérants, c'est un piédestal pour peut-être mieux s'emparer du pays, mais une façon essentiellement d'être considéré comme une partie à part, enfin, une façon à part entière du pays. Certaines sources diplomatiques auraient affirmé que le Soudan du Sud refuse l'article 28 des pourparlers de paix car il estime que les mesures punitives que renferme cet article seraient initiées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège. Par ailleurs, les pourparlers se poursuivent, mais cette fois-ci dans d'autres domaines, notamment la composition de l'exécutif, le Parlement, les arrangements de sécurité et les réformes judiciaires. Alors là, c'est donc le gouvernement sud-soudanais, le gouvernement du président Salva Kiir qui refuse de signer ce document qui permettrait pourtant de relancer le processus, d'engager aussi des discussions sur les sujets brûlants autour de ce conflit qui prévaut donc toujours au Soudan du Sud. Alors est-ce que le président Salva Kiir veut véritablement de cet accord qui a été conclu déjà en 2015 ? J'aurais tendance à dire qu'on a l'impression que les deux parties ne sont pas disposées à conclure. Pourquoi? Parce que les deux parties tournent en rond depuis un moment et elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'essentiel. Mais visiblement, c'est plutôt le gouvernement qui tend à bloquer les choses. Parce que le gouvernement considère qu'on ne peut pas le mettre au même diapason que le mouvement rebelle. Je pense que ça se joue surtout sur ce terrain-là. Daouda Tall,
Donc c'est véritablement le gouvernement qui bloque et non les rebelles à l'heure actuelle. Oui, c'est clair. C'est le constat évident qui est fait aujourd'hui, vu que le camp de Riek Machar est plutôt favorable à ce que ce qui bloque l'accord de paix d'août 2015 soit sanctionné. Ça me semble être le minimum des choses si on veut avancer. Donc c'est quand même incompréhensible de la part de Salva Kiir de refuser cela ou de ses hommes. Je pense qu'on ne doit pas laisser une personne ou quelques personnes bloquer tout un processus de paix. C'est un État qui est jeune, qui a besoin de se construire. Et 2013, les combats ont démarré, ont repris. L'accord de 2015 est là. Les choses sont allées quand même plutôt vite, à la fois dans la violence, mais aussi dans la proposition d'une résolution, c'est-à-dire l'accord de paix de 2015. Aujourd'hui, toutes les personnes qui bloquent cela doivent être sanctionnées. Ça me paraît être un minimum. Et le prétexte que prennent les partisans de Salva Kiir, c'est-à-dire de dire que c'est eux qui sont visés et que c'est du fait des États-Unis et d'un certain nombre de pays occidentaux, je trouve que c'est un prétexte simplement, puisque les négociations sont menées sous la houlette de l'IGAD, qui est quand même un organe régional à qui on peut faire confiance. Donc je crois que, et d'ailleurs, je terminerai sur ce point-là, à ce niveau, c'est que je ne comprends pas qu'il y ait autant de victimes, qui se comptent quand même par milliers, autant de déplacés, on parle de près d'un tiers de la population du Soudan du Sud, et des viols de femmes, des enfants soldats, etc., et qu'on en est là à encore discuter, négocier sur est-ce qu'on avance ou on n'avance pas. Pour moins que ça, la Cour pénale internationale s'est agitée. Ces gens-là, dans les deux camps, on doit identifier les responsables et les punir. Moi, j'ai une interrogation vraiment à ce niveau-là, parce que les accusations sont là, les preuves sont là, et il n'y a aucune autorité, ni africaine ni internationale, qui enclenche des poursuites. Jean-Jacques. Le Soudan du Sud, en quelques chiffres, grosso modo, c'est 12 millions d'habitants, 2 millions de déplacés, 2 millions de personnes réfugiées dans des pays voisins et 7 millions de personnes à peu près qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Et cela, tout simplement, du fait de cette guerre qui n'en finit pas de commencer. Et on se pose la question de savoir si Salva Kiir et Riek Machar sont conscients de la situation de leur pays. Alors finalement, on peut parler d'une situation qui s'empire d'année en année. On est toujours proche de l'embrasement général au Soudan du Sud. Absolument. C'est un pays qui a rejoint les pays indépendants, on va dire, en 2011, après le référendum d'autodétermination. Et peu après, en 2013, c'est la guerre. Pourquoi il y a la guerre? Parce que Riek Machar affiche ses ambitions présidentielles, et après, il y a un problème d'ego. Salva Kiir le soupçonne de vouloir le renverser, et tout est parti de là. Après, bon, il y a des dissensions ethniques qui s'ajoutent à cette rivalité entre les deux personnes, et voilà où on en est. La situation est catastrophique. C'est vraiment... l'Afrique peut offrir le meilleur et le pire. Mais voilà ce qu'un pays africain peut offrir de pire. Est-ce que c'est l'échec aussi d'une diplomatie? On sait que la communauté internationale est intervenue sur le dossier depuis le départ. Donc c'est véritablement un échec, notamment pour l'IGAD aussi. Oui, tout à fait. À la fois pour l'organe régional, pour aussi la MINUS, la mission des Nations Unies au Sud-Soudan. Parce que quand même, on ne peut pas comprendre non plus qu'il y ait autant de forces des Nations Unies déployées sur le terrain et qu'on compte tous les jours des victimes, que ce soit des cas de viol, des enfants soldats qui sont engagés, etc. Donc je crois que là, par exemple, sur ce point-là, la Convention internationale des droits de l'enfant est assez claire. Un enfant soldat, c'est quand même, pour moi, c'est un crime, tout simplement. Et on le sait. On sait que ça existe. On sait que les deux camps
engage des enfants. Donc, quelque part, pour revenir sur votre question, vos propos, c'est que oui, c'est quelque part un échec diplomatique, à la fois au niveau africain, mais aussi au niveau international. Mais c'est, comme le dit effectivement mon co-débatteur, effectivement, je pense que c'est les deux protagonistes qui doivent être responsables, qui doivent savoir qu'ils étaient alliés avant et ils ont demandé l'indépendance ensemble. Et aujourd'hui, pour des raisons de pouvoir, bien entendu, ils se font la guerre. Donc, quelque part, on se demande si leur combat d'avant était véritablement un combat pour l'indépendance et pour l'intérêt de la population, des populations du Sud-Soudan. Tous ceux qui ont commis des crimes doivent être condamnés ou alors peser la menace sur leur tête. Peut-être que ça les fera réagir. Jean-Jacques Arthur Malou. Échec diplomatique, je dirais, pour l'instant. Parce que tant que le fil du dialogue est là, on peut considérer que les deux parties finiront par revenir à de meilleurs sentiments et donc peut-être qu'il y aura des lendemains qui chantent. Personne ne sait ce que les deux parties seront disposées à faire dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un échec diplomatique, mais tant que le fil du dialogue n'est pas rompu, on peut considérer que bon, il y a encore un mince espoir. Alors, est-ce que la communauté internationale ne devrait pas revoir sa stratégie? Parce que depuis le début, on brandit la menace de sanctions à l'encontre du Soudan du Sud. Donc, c'est une politique qui n'a pas marché depuis 2013. Est-ce qu'il ne faudrait pas la revoir, Daouda Tall? Oui, bon, la menace, comme je l'ai dit, pour moi, elle n'est pas très prononcée. La menace serait de dire les crimes sont là, on sait quels sont les camps qui les ont faits. Au moins, on mène une enquête sérieuse là-dessus, en menaçant l'arme, même si certains sont contre la CPI, mais l'arme de la CPI a été brandie dans d'autres terrains. Pourquoi pas véritablement ici et de manière prononcée. Je crois aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un jeu d'intérêt entre les Occidentaux, bien entendu. Si ça n'avance pas, ce bourbier, entre guillemets, arrange aussi un certain nombre de pays. On parle des États-Unis, on sait très bien qu'il y a des ressources là. Il y a un enjeu comme ça. Donc, il n'y a pas que Riek Machar et Salva Kiir, il y a aussi tous ceux qui sont derrière, qui doivent clarifier leur jeu, y compris la mission des Nations Unies qui doit être une mission de protection des civils, mais ferme, dotée d'un pouvoir, par exemple, d'attaquer tous ceux qui commettent des exactions sur les populations. Jean-Jacques Arthur Malou, les sanctions n'ont jamais fait respecter, n'ont jamais eu d'impact sur le respect de l'accord de cessez-le-feu. Alors pourquoi poursuivre sur ce chemin, pardonnez-moi? Disons que pour moi, ça pose un problème qu'on a vu ailleurs sur le continent. Doit-on sacrifier la justice sur l'autel de la réconciliation nationale? Ça, c'est un débat philosophique. Bien évidemment, il y a des gens qui disent dans l'intérêt supérieur de la nation, pour la cause de la paix, on doit évidemment passer l'éponge sur tout ce qui a été fait. Pour autant, ça ne règle rien. Je pense en effet que la justice doit passer, la justice doit faire son travail. S'il y a des sanctions à prendre, il faut les prendre et sanctionner, bien évidemment, ceux qui sont responsables de cette situation. Et de cette manière, on pourra avancer. Autrement, si on fait semblant de ne rien voir, on considère qu'on peut aller de l'avant alors qu'il y a des criminels qui sont là, qui considèrent qu'ils peuvent en effet agir en toute impunité, et rien ne pourra marcher. Daouda Tall. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec cette thèse, bien entendu. Vous négociez, c'est bien, mais on négocie avec des voyous, on négocie avec des gens qui refusent de poser, avec des criminels qui refusent de poser les armes. Même si Salva Kiir, aujourd'hui, occupe la position de chef d'État et donc logiquement détient le monopole de la violence légitime, mais celle-ci, elle n'est pas légitime. Quand on menace, par exemple, parce que le conflit prend plusieurs formes, il y a bien entendu, les deux ne sont pas de la même ethnie, tout ça est mélangé à une histoire de vol de bétail qui est agitée de temps en temps. Je crois que faire peser la menace de déployer l'armée contre un certain nombre de groupes ethniques, soi-disant, ils volent du bétail. Bon, je trouve que l'utilisation de la force est disproportionnée de la part du gouvernement de Salva Kiir. Ça, au moins, il est fautif à ce niveau-là. Riek Machar, je pense que doit
aussi avoir une ouverture. Bon, là, il a... Alors là, il y a une ouverture. Là, il y a une ouverture, bien entendu. Mais pourquoi la partie adverse ne la saisit pas? C'est que ses intentions sont peut-être pas très bonnes. D'autant plus qu'il a réussi enfin, un politicien, Salva Kiir, à nommer un autre vice-président lors du départ de Riek Machar. Et celui-ci, pour un petit peu diviser l'autre camp. Donc je crois qu'il est bien conscient de ce qu'il fait en tant que chef d'État. Il faut mettre la pression sur lui, à mon avis, un peu plus. Alors justement, c'est depuis la mi-décembre que l'IGAD est de nouveau revenu à la manœuvre dans les négociations, des discussions qui semblaient être celles de la dernière chance, en tout cas celle engagée depuis quelques jours. Peut-on s'attendre à ce que l'IGAD prenne des mesures peut-être plus radicales, peut-être aussi en liaison avec l'Union africaine? Des mesures plus radicales, je ne vois pas très bien de quoi il s'agirait. Pour l'instant, on est dans un schéma donné, ça n'a pas encore donné les fruits escomptés, mais il n'est pas interdit d'espérer que les prochaines semaines seront plutôt favorables au progrès dans ces négociations. Donc moi, je n'exclus rien, même si pour l'instant, encore une fois, les deux parties ne semblent pas disposées vraiment à aller de l'avant. Daouda Tall, une intervention militaire au Soudan du Sud, c'est possible? C'est quelque chose qui serait envisageable pour contraindre. Bon, ça peut être, toutes les options sont sur la table. Maintenant, ça dépend comment elle sera menée. Bien entendu, si elle est menée comme en Libye, ce sera aussi la catastrophe. Mais je crois que l'utilisation de la force pour au moins désarmer ce qui violente les populations civiles, ça, à mon avis, c'est nécessaire. Négocier, oui, mais condamner, poursuivre et désarmer un certain nombre de groupes et demander à ce que l'État n'utilise pas la force de manière disproportionnée. Ça, je pense que toute la pression doit être là et à la fois l'IGAD et même la communauté internationale, donc les pays dont on parle qui ont aussi des soldats dans la MINUS, ont les moyens de pression s'ils le veulent. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas dans une situation où personne ne veut la paix? Ça, c'est une grande question. Une intervention militaire qui serait menée par qui? Et quels sont les pays qui seraient disposés à intervenir militairement dans ce bourbier? La MINUS peut être dotée d'une mission plus prononcée dans le cas pour désarmer, voilà. Oui, il y a 12 500 militaires et policiers qui sont. Oui, mais souvent c'est des gens qui connaissent même pas le terrain. Vous avez des contingents d'asiatiques, vous avez, enfin, on a l'impression que parce que moi je peux pas comprendre justement 12 500 comme vous dites hommes armés de surcroît. Alors que tous les jours, on dénombre des viols, des personnes tuées, des déplacés, des enfants soldats. Il y a quand même un problème. Alors que la mission des Nations Unies est là, je m'interroge. Un dernier mot peut-être, Jean-Jacques Arthur. J'imagine que cette mission-là agit dans le cadre de la mission justement qui lui a été confiée. Il y a un mandat qui définit clairement les attributions de la mission qui a été déployée sur place. Et donc, logiquement, les militaires et les policiers qui sont déployés dans ce pays, le Soudan du Sud, sous la bannière des Nations Unies, ne peuvent pas aller au-delà du mandat qui leur est... Vous savez, le mandat, ça peut se modifier. Hein. Merci beaucoup pour ces précisions. On va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.